Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite la lecture de Lumière d'août de William Faulkner et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. J'ai attrapé quelques recueils avec moi avant de partir. Et je ne sais pas, on verra bien si je lis ou non. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout à l'heure. Merci encore. 19. Ce lundi soir, autour des tables, à l'heure du dîner, la ville s'étonnait beaucoup moins de l'évasion de Christmas que du refuge qu'il avait choisi, une fois libre. Il devait bien savoir qu'il y serait certainement arrêté, et l'on se demandait pourquoi il n'avait ni capitulé ni résisté. On aurait dit qu'il avait décidé et tout disposé pour se suicider passivement. Pourquoi avait-il fini par se réfugier chez Hightower ? Les opinions étaient variées et on donnait diverses raisons. Qui se ressemble s'assemble. La chose la plus facile, la plus immédiate, disaient les uns, se rappelant les vieilles histoires qui couraient sur le compte du pasteur. D'autres croyaient que c'était pur hasard. D'autres expliquaient que l'homme avait ainsi fait preuve de sagesse, car personne n'aurait eu l'idée d'aller le chercher chez le pasteur si quelqu'un ne l'avait vu traverser la cour, derrière la maison, et entrer en courant dans la cuisine. Gavin Stevens, cependant, avait une autre théorie. C'est l'attorney de district. Il a fait ses études à Harvard et est membre de la société Phi Beta Kappa. Il est grand, dégingandé et fume une éternelle pipe faite d'un épi de maïs. Il a une tignasse gris fer embroussaillée et il est toujours vêtu de complets gris foncé, flottant et mal repassé. Sa famille est une des plus vieilles de Jefferson. Ses ancêtres possédaient des esclaves et son grand-père connaissait et haïssait et félicita le colonel Sartoris quand ils moururent, le grand-père et le frère de Miss Burden. Il sait manier avec aisance les paysans, les électeurs et les jurys. De temps à autre, on peut le voir, pendant toute une après-midi d'été, accroupi parmi les bourgerons, sur les vérandas des boutiques de campagne. Il sait leur parler, dans leur propre langage, de rien du tout. Ce lundi soir, un professeur de l'université voisine descendit du train de 9 heures. Il avait été camarade de promotion de Stevens à Harvard et il venait passer quelques jours de vacances chez son ami. À peine descendu du train, il aperçut son ami. Il crut que Stevens était venu le chercher, mais il s'aperçut bientôt que Stevens était occupé avec un vieux couple très bizarre qui le faisait monter dans le train. En les regardant, le professeur vit un petit vieux, sale, avec une barbiche qui semblait dans une espèce d'état cataleptique, et une vieille femme qui devait être sa femme, une créature boulotte avec un visage qui semblait fait en pâte sous une plume ondoyante d'un blanc sale, informe dans une robe de soie démodée et d'une couleur royale et moribonde. Le professeur resta un instant en proie à un intérêt étonné. Il vit Stevens mettre dans la main de la femme, comme il l'eût fait à un enfant, 2 billets de chemin de fer. Il s'avança et, sans être vu de son ami, il entendit les derniers mots de Stevens au moment où l'employé aidait les 2 vieux à pénétrer dans le couloir. « Oui, oui, répétait Stevens d'un ton rassurant. Il sera demain matin dans le train. J'y veillerai. Vous n'aurez qu'à vous occuper des funérailles, du cimetière. Ramenez grand-père chez lui et faites-le coucher. Je veillerai à ce que votre garçon soit dans le train demain matin. » Puis le train se mit en marche, et Stevens se retourna et vit le professeur. Il commença l'histoire dans l'auto qui les ramenait en ville, et il la termina comme il s'asseyait sous la véranda de la maison de Stevens. Il récapitula. « Je crois savoir pourquoi. Pourquoi il est allé chez Hightower en dernier refuge. Je crois que la cause, c'était sa grand-mère. Elle venait juste de passer un moment avec lui, dans sa cellule, quand on est venu le chercher pour le reconduire au tribunal. Elle et le grand-père, ce petit vieux qui est fou, qui voulait le lyncher, qui était venu de Maidstone uniquement pour ça. Je ne crois pas que la vieille dame avait aucun espoir de le sauver quand elle est venue ici. Aucun espoir réel. Tout ce qu'elle voulait, je crois, c'était qu'il mourût décemment, comme elle dit. Pendu décemment par une force, un principe, et non pas brûlé, écharpé, traîné après sa mort par une chose. Je crois qu'elle n'est venue ici que pour surveiller le vieux, de craindre qu'il ne fût la goutte qui fait déborder le vase, parce qu'elle n'osait pas le perdre de vue.
Non qu'elle doutât que Christmas fût son petit-fils, vous comprenez. Mais elle n'avait aucun espoir, tout simplement. Elle ne savait comment commencer à espérer. Je suppose qu'au bout de 30 ans, la machine à espérer a besoin de plus de 24 heures pour se remettre à démarrer, pour se remettre en marche. Mais je crois que physiquement mise en marche par le torrent de folie et de conviction du vieux, elle s'était laissée entraîner sans même s'en rendre compte. Ils sont donc arrivés ici. Ils sont arrivés par le train du matin, environ 3 heures, dimanche matin. Elle n'a point essayé de voir Christmas. Peut-être surveillait-elle le vieux. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas non plus que la machine à espérer se fût déjà mise en marche. Je ne crois même pas qu'elle ait commencé à marcher avant la naissance du bébé, ce matin-là. Né sous ses yeux, autant dire, et un garçon en plus. Et elle n'avait jamais vu la mère avant ce jour-là. Et le père, pas du tout, pas plus que son petit-fils qu'elle n'avait jamais vu depuis qu'il était un homme. Aussi, pour elle, ces 30 années n'existaient pas, effacées dès que l'enfant s'est mis à crier. Elle n'existait plus. Mais tout cela fondait sur elle trop vite. Il y avait trop de réalité que ses mains, ses yeux ne pouvaient nier. Trop aussi qu'il fallait accepter sans que ses mains, ses yeux puissent en donner des preuves. Trop de choses inexplicables que ses mains, ses yeux devaient également accepter brusquement et croire sans aucune preuve. Après 30 ans, c'était sans doute un peu comme une personne qui, après avoir vécu en solitaire, se trouverait soudain dans une chambre pleine de gens inconnus, parlant tous à la fois et essaierait désespérément de conserver sa raison en choisissant quelques lignes de conduite logique et dans les limites de ses forces et qu'elle pourrait avoir quelque assurance d'être capable d'exécuter. Jusqu'au moment où l'enfant était né, où elle avait pu, en quelque sorte, rester seule, elle n'avait été qu'une espèce de statue à voix mécanique, trimballée sur une charrette par ce type, Bunch, qui la faisait parler à volonté, comme la nuit dernière quand il l'avait emmenée chez le révérend Hightower pour lui faire raconter son histoire. Et elle tâtonnait encore, vous comprenez ? Elle essayait encore de trouver quelque chose que son cerveau, qui apparemment n'avait pas beaucoup fonctionné depuis 30 ans, pourrait croire, pourrait admettre comme réel, actuel. Et je crois que c'est là-bas, chez Hightower, qu'elle l'a trouvé pour la première fois. Quelqu'un à qui elle pourrait tout raconter et qui l'écouterait. Vraisemblablement, c'était la première fois qu'elle racontait l'affaire. Et vraisemblablement, c'est alors qu'elle l'apprit elle-même pour la première fois, qu'elle vit l'affaire réellement dans son entier en même temps que Hightower. Aussi, je ne trouve pas que ça soit si étrange que, pendant quelque temps, elle ait embrouillé non seulement l'enfant, mais sa parenté, puisque dans cette cabane, ces 30 ans n'existaient pas. Qu'elle ait tout confondu. L'enfant dont le père lui était inconnu et son propre petit-fils qu'elle n'avait pas revu depuis qu'il était tout bébé, comme l'autre, et dont le père également n'avait jamais existé pour elle. Et il me paraît tout naturel qu'au moment où l'espoir commençait à poindre en elle, elle se soit tournée tout de suite vers le pasteur, avec cette foi sublime et sans limite des êtres de son espèce en ceux qui sont les esclaves volontaires, les serviteurs jurés de la prière. C'est ce qu'elle racontait à Christmas aujourd'hui, dans la prison, tandis que le vieux, profitant de l'occasion, lui échappait. Elle l'a suivi en ville et elle l'a trouvé à un coin de rue fou allié à Faune, prêchant le lynchage, disant aux gens qu'il était le grand-père d'un rejeton du diable et qu'il l'avait gardé jusqu'à ce jour. Ou peut-être était-elle en route vers la prison pour le voir quand elle a quitté la cabane. Toujours est-il qu'elle laissa le vieux tranquille dès qu'elle se fut aperçue que l'auditoire était plus intéressé qu'ému. Et elle alla trouver le shérif. Il revenait juste de dîner, et il lui a fallu un moment avant de comprendre ce qu'elle voulait. Elle dut lui paraître complètement folle avec son histoire dans cette toilette désespérément respectable, prête à courir à l'assaut d'une prison. Mais il lui permit d'aller à la prison, avec un agent. Et là, dans la cellule, elle a dû lui parler de Hightower, lui dire que Hightower pourrait le sauver, allait le sauver. Mais naturellement, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit. Je ne crois pas que personne puisse jamais reconstituer la scène. Je crois qu'elle-même ne savait pas, qu'elle n'avait pas préparé ce qu'elle allait lui dire, car tout avait été déjà écrit, rédigé, la nuit où elle avait mis sa mère au monde. Il y avait déjà si longtemps de cela qu'elle l'avait appris pour toujours, puis avait oublié les mots. C'est pour cela peut-être qu'il l'a cru tout de suite, les yeux fermés. Je veux dire,
parce qu'elle ne s'était pas préoccupée de la manière dont elle s'exprimerait, parce qu'elle n'avait pas envisagé la question de plausibilité ou l'hypothèse qu'il pourrait ne pas croire ce qu'elle lui dirait, à savoir que quelque part, d'une façon ou d'une autre, dans la présence d'un vieux pasteur défroqué, se trouvait un sanctuaire inviolable non seulement à la police et à la foule, mais aussi à l'irrévocable passé, au crime, quels qu'ils fussent, qu'il avait modelé, formé pour le conduire enfin derrière les barreaux d'une cellule, avec le fantôme du bourreau perpétuellement sous les yeux. Et il l'a cru. Et je crois que c'est cela qui lui a donné, non pas tant le courage que la patience passive de souffrir, de reconnaître et d'accepter la seule occasion qui se présenta à lui de se précipiter au milieu de la foule qui encombrait la place et de s'enfuir menottes aux mains. Mais trop de choses couraient avec lui, même vitesse, même pas. Non des personnes à sa poursuite, mais lui-même, années, actions, choses omises et commises courant avec lui pas pour pas, respiration pour respiration, battement de cœur pour battement de cœur. Un seul et unique cœur. Ce n'était pas seulement ces 30 dernières années qu'elle ne connaissait pas, mais la succession de toutes les autres 30 années précédentes, celles qui avaient imprimé cette tache sur son sang blanc ou son sang noir, comme vous voudrez, et qui allaient le tuer. Mais pendant un moment, il dut courir avec la foi, avec l'espoir tout au moins. Mais son sang ne voulait pas se taire, ne voulait pas être sauvé. Il ne voulait ni l'un ni l'autre, ni laisser le corps se sauver lui-même. Son sang noir le poussa d'abord vers la case de nègre, puis son sang blanc l'en fit sortir, et c'est son sang noir probablement qui lui fit saisir le revolver, et son sang blanc qui l'empêcha de s'en servir, et son sang blanc l'entraîna chez le pasteur. C'est lui qui, brouillant en lui pour la dernière fois, le jeta, contre toute raison et toute réalité, dans les bras d'une chimère, d'une foi aveugle en quelque chose d'écrit dans un livre imprimé. Et je crois qu'alors son semblant l'abandonna un instant. Une seconde à peine, un éclair qui permit au sang noir de surgir pour le dénouement, de le pousser contre celui en qui il avait mis tout son espoir de salut. C'est le sang noir qui permit à son propre désir de l'emporter hors des limites où l'homme pouvait l'aider, dans cette extase au sortir d'une jungle noire où la vie a déjà cessé avant que le cœur ne s'arrête et où la mort est synonyme de désir et d'accomplissement. Puis le sang noir l'abandonna encore, comme il l'avait fait probablement toute sa vie. Il ne tua pas le pasteur, il le frappa simplement avec le pistolet. Puis il courut et, accroupi derrière la table, il défia le sang noir pour la dernière fois, comme il l'avait défié pendant 30 ans. Accroupi derrière la table renversée, il se laissa abattre à coups de fusil, sans se servir du pistolet chargé qu'il tenait à la main. À cette époque, il y avait en ville un jeune homme nommé Percy Grimm. Il avait 25 ans environ et était capitaine de la garde nationale. Il était né dans la ville et y avait toujours habité, sauf l'été, pendant les semaines qu'il passait dans les camps. Il était trop jeune pour prendre part à la Grande Guerre. Ce n'est qu'en 1921 ou 1922 qu'il s'aperçut cependant qu'il ne pardonnerait jamais cela à ses parents. Son père, un quincaillier, ne comprit pas cela. Il croyait que le jeune homme n'était qu'un fainéant en passe de devenir un parfait propre à rien. En réalité, Percy endurait la tragédie terrible d'être né, non seulement trop tard, mais encore pas assez tard pour échapper à la conscience du temps perdu, du temps où il aurait dû être un homme au lieu d'un enfant. Et maintenant que l'hystérie était passée, maintenant que ceux qui avaient crié le plus fort pendant la crise d'hystérie et même ceux, les héros, qui avaient souffert et servi, commençaient à se regarder mutuellement d'un œil torve, Percy n'avait personne à qui parler, personne à qui ouvrir son cœur. En fait, sa première bataille sérieuse fut contre un vétéran qui avait dit que, s'il fallait un jour recommencer, il combattrait 7 fois pour l'Allemagne contre la France. Grimm l'apostropha immédiatement. « Contre l'Amérique aussi ?» dit-il. « Si l'Amérique était assez idiote pour aider de nouveau la France, dit le soldat. » Grimm lui décocha un coup de poing. Il était plus petit que le soldat et n'avait pas encore 20 ans. Le résultat n'était point douteux. Grimm le savait sans doute. Mais il encaissa son châtiment jusqu'au moment où le soldat lui-même demanda au spectateur de retenir le jeune homme.
Il porta les cicatrices de cette bataille avec la même fierté qu'il devait montrer plus tard en endossant cet uniforme pour lequel il s'était si aveuglément battu. Ce fut la nouvelle loi militaire qui le sauva. Il était comme un homme qui a vécu longtemps dans un marais, dans les ténèbres, comme si non seulement il ne voyait pas l'issue devant lui, mais encore savait qu'il n'y en avait aucune. Puis soudain, sa vie s'épanouit, définie et claire. Les années perdues, pendant lesquelles il n'avait montré aucune disposition pour l'étude, pendant lesquelles il avait acquis la réputation d'enfant paresseux, de forte tête sans ambition, se trouvaient maintenant derrière lui, oubliés. Il pouvait voir la vie s'ouvrir devant lui, simple, inévitable, comme un couloir désert. Il se sentait complètement libre maintenant, n'ayant plus à penser, à décider. Le fardeau qu'il assumait et qu'il portait lui paraissait aussi brillant, aussi impondérable, aussi martial que le cuivre de ses insignes. Foi sublime et implicite dans le courage physique et l'obéissance aveugle. Conviction que la race blanche est supérieure à toutes les autres races et que la race américaine est supérieure à toutes les autres races blanches et que l'uniforme américain est supérieur à tous les hommes et que sa propre vie serait le seul paiement qu'on lui demanderait jamais en échange de cette conviction, de ce privilège. Dès qu'une fête nationale offrait le moindre petit air guerrier, il endossait son uniforme et descendait en ville. Et ceux qui le voyaient se rappelaient encore le jour de sa bataille avec le vétéran, tandis que, étincelant, avec son insigne de tireur, il tirait très bien, et ses galons, graves, raides, il se promenait au milieu des civils de l'air semi-belliqueux et semi-embarrassé d'un enfant orgueilleux. Il ne faisait pas partie de la Légion américaine, mais c'était la faute de ses parents, pas la sienne. Mais quand on ramena Christmas de Mottstown, le samedi après-midi, il avait déjà été trouvé le commandant du groupe local des légionnaires. Son idée, ses mots furent tout simples et sans détour. « Il nous faut maintenir l'ordre, dit-il. Il faut que nous laissions la loi suivre son cours. La loi, la nation. Les civils n'ont pas le droit de condamner un homme à mort. Et nous, les soldats de Jefferson, c'est à nous de veiller à cela. » « Comment savez-vous que quelqu'un a l'intention d'agir différemment ?» dit le commandant de la Légion. « Avez-vous entendu des rumeurs ?»« Je ne sais pas, je n'ai pas écouté. » Il ne mentait pas. On aurait dit qu'il attachait trop peu d'importance à ce que les civils pouvaient dire ou ne pas dire pour se donner la peine de mentir. Là n'est pas la question. Il s'agit de savoir si, oui ou non, nous, les soldats, nous qui avons porté l'uniforme, nous allons être les premiers à faire connaître notre attitude. Montrer immédiatement à la population quelle est l'attitude du gouvernement en ces matières, que parler ne leur servirait absolument de rien. Son plan était tout simple. Il s'agissait de grouper les légionnaires en un peloton qu'il commanderait lui-même, vu sa situation militaire dans l'active. Mais s'ils ne veulent pas que je commande, peu m'importe. Je serai en second s'ils veulent, ou sergent ou caporal. Et il était sincère. Il n'agissait pas par gloriole, il était trop sincère, si sérieux que le commandant de la Légion retarda le refus tout sec qu'il s'apprêtait à opposer. Je crois encore que c'est complètement inutile, et au cas contraire, c'est comme civil qu'il nous faudrait agir. Je ne pourrais pas employer mes légionnaires à une chose pareille. Après tout, nous ne sommes plus soldats. Si je le pouvais, je ne crois même pas que je le voudrais. Grimm le regarda sans colère, mais plutôt comme il eût regardé un insecte. « Cependant, vous avez porté l'uniforme, dit-il avec une sorte d'air patient. Et il ajouta, « J'espère que vous n'userez pas de votre autorité pour m'empêcher de leur parler, n'est-ce pas? Leur parler en tant qu'individu. » « Non, du reste, je n'ai aucunement le pouvoir de le faire. Mais en tant qu'individu, rappelez-vous bien. Je tiens à ce que vous ne vous serviez pas de mon nom. » Alors Grimm lui décocha une flèche de sa façon. « Pas de danger que je le fasse, dit-il, et il disparut. Cela se passait le samedi, vers 4 heures. Pendant tout le reste de la journée, il parcourut les magasins et les bureaux où les légionnaires travaillaient. Et quand la nuit tomba, il en avait monté à son diapason un nombre suffisant pour constituer un peloton respectable. Il était infatigable, retenu et pourtant dynamique. Comme les prophètes, il dégageait une sorte de puissance irrésistible. Cependant, ces recrues s'accordaient avec leur commandant sur un point. Il ne fallait pas se servir du titre officiel de légion dans cette affaire. Ainsi, et sans le faire exprès, il était arrivé à ses fins. C'était lui maintenant le commandant.
Il les réunit tous ensemble juste avant le dîner et il les répartit en escouades, puis il nomma des officiers et un état-major. Les plus jeunes, ceux qui n'avaient pas été en France, étaient maintenant tout feu tout flamme. Il leur adressa quelques mots brefs et froids. Ordre, cours de la justice, montrer à la population que nous avons porté l'uniforme des États-Unis et une dernière chose, il devenait familier. Le chef qui connaît ses hommes par leur prénom. Je m'en remets à vous, mes amis. Je ferai ce que vous déciderez. Mais j'ai pensé qu'il vaudrait peut-être mieux que je revête mon uniforme jusqu'à ce que cette affaire soit réglée, afin de leur montrer que l'oncle Sam n'est pas ici qu'en esprit. Mais ce n'est pas vrai, dit quelqu'un, rapidement, brusquement. C'était un homme du type du commandant, lequel, entre parenthèses, n'était pas là. Cette affaire ne touche pas encore le gouvernement. Kennedy n'aimerait peut-être pas ça. C'est l'affaire de Jefferson, pas de Washington. On le lui fera aimer, dit Grimm. À quoi sert votre légion, sinon à protéger l'Amérique et les Américains? Non, dit l'autre, je crois qu'il vaut mieux ne pas faire parade de tout cela. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons sans ça. Qu'en pensez-vous, les gars? Comme vous voudrez, dit Grimm. Je ferai comme vous l'entendrez. Mais que chaque homme ait un revolver. Nous aurons une petite inspection d'armes ici dans 1 heure. Que tout le monde soit présent. Qu'est-ce que Kennedy va dire de ce revolver? Dit quelqu'un. Je m'en charge, dit Grimm. Soyez ici dans 1 heure exactement, armes au flanc. Il les congédia. Il traversa la place où tout était tranquille pour se rendre au bureau du shérif. On lui dit que le shérif était chez lui. Chez lui? Répéta-t-il maintenant. Qu'est-ce qu'il fait chez lui en ce moment? Il mange, probablement. Un homme gros comme lui, il faut que ça mange plusieurs fois par jour. Chez lui, répéta Grimm. Son regard ne brillait pas. Il avait la même expression froide, détachée que tout à l'heure quand il regardait le commandant de la Légion. À manger, dit-il. Il sortit d'un pas rapide. Il retraversa la place déserte, la place tranquille, vide de monde, de ce monde qui dînait paisiblement assis autour des tables, dans cette ville paisible, dans cette région paisible. Il se rendit chez le shérif. Le shérif dit non, tout de suite. 15 à 20 personnes à traînasser sur la place avec des revolvers dans leurs culottes? Non, pas de ça. Je ne le permettrai pas, pas de ça. Laissez-moi le soin de cette affaire. Pendant quelques instants encore, Grimm regarda le shérif. Puis il fit demi-tour, marchant déjà d'un pas rapide. « Très bien, dit-il, si c'est ce que vous voulez. En ce cas, je ne me mêlerai pas de vos affaires et vous ne vous mêlerez pas des miennes. » Cette phrase ne semblait pas une menace. Elle était trop terne, trop définitive. Elle manquait trop de chaleur. Il s'éloigna rapidement. Le shérif le regardait et soudain, il le rappela. Grimm se retourna. « Et faites-moi le plaisir de laisser le vôtre chez vous également, dit le shérif. Vous m'entendez » Grimm ne répondit pas. Il s'éloigna. Le shérif, les sourcils froncés, le regarda disparaître. Ce soir-là, après le dîner, le shérif redescendit en ville, chose qu'il ne faisait pas depuis des années, sauf lorsqu'il avait quelque affaire urgente, inévitable. Il trouva un piquet des hommes de Grimm devant la prison, un autre devant le tribunal et un troisième qui arpentait la place et les rues adjacentes. On dit au shérif que les autres, la relève, se trouvaient à l'usine à coton où Grimm travaillait et qu'il leur servait le grand QG. Qu'il leur servait de grand QG. Le shérif trouva Grimm dans la rue en tournée d'inspection. « Eh mon petit, venez ici, dit le shérif. Grimm s'arrêta. Il ne s'approcha pas. Le shérif marcha vers lui. Il tâta la hanche de Grimm avec sa grosse main grasse. « Je vous avais dit de laisser ça chez vous, dit-il. Grimm ne dit rien. Il regarda le shérif en face. Le shérif soupira. « Enfin, si vous ne voulez pas, je suppose que la seule chose à faire est de vous nommer agent extraordinaire. Mais vous ne montrerez pas ce revolver à moins que je ne vous le dise. Vous m'entendez? »« Non, certes, dit Grimm. Vous ne voudriez tout de même pas que je m'en serve si je n'en voyais pas l'utilité. Je veux dire avant que je ne vous le dise. Certainement, dit Grimm très vite, mais patiemment, sans chaleur. C'est ce que nous avons convenu tous les deux. Ne vous en faites pas, je serai là. Plus tard, quand la ville se calma pour la nuit, quand le cinéma fut vide et les drugstores fermés, le peloton de Grimm commença à se réduire. Il ne protesta pas. Il les regardait froidement et ils commencèrent à se sentir penauds et sur la défensive. De nouveau, sans s'en douter, il avait joué un de ses atouts. Parce qu'il se sentait un peu lâche, parce qu'il se rendait compte qu'il n'avait pas su égaler sa froide ardeur, il reviendrait le lendemain, ne serait-ce que pour lui montrer. Quelques-uns restèrent. Du reste, c'était samedi soir, et quelqu'un alla chercher des chaises quelque part et ils commencèrent un poker.
Ils jouèrent toute la nuit. Mais de temps en temps, Grimm, il ne jouait pas et il avait interdit le jeu au commandant en second, le seul qui fût l'équivalent d'un officier breveté, envoyait une escouade en patrouille sur la place. Le brigadier de nuit s'était joint à eux, mais lui non plus ne jouait pas. Le dimanche fut calme. La partie de poker dura toute la journée, interrompue par des patrouilles périodiques. Cependant, les cloches paisibles sonnaient, les fidèles se réunissaient dignement en groupes bariolés de couleurs estivales. On savait déjà sur la place que le jury spécial se réunirait le lendemain. Rien qu'en entendant ces deux mots, avec tout ce qu'ils évoquaient de secret, d'irrévocable, quelque chose de caché, comme un œil omnipotent, toujours ouvert sur les actions humaines, les hommes de Grimm se sentirent en quelque sorte confirmés dans leur propre fiction. Il faut si peu de temps aux hommes pour être inconsciemment et inopinément bouleversés que, sans s'en rendre compte, les gens de la ville avaient tout à coup accepté Grimm avec respect, avec un peu de crainte peut-être, avec une certaine foi et une certaine confiance, comme si, dans sa vision, dans son patriotisme, dans la fierté qu'il avait de sa ville, il avait montré plus de rapidité, plus de sincérité qu'ils n'en avaient montré eux-mêmes. En tout cas, c'est le sentiment que ces hommes assumaient, acceptaient. Après la nuit blanche, la tension, le jour de congé, l'immolation de leur volonté, ils avaient presque atteint le point où ils seraient morts pour lui si l'occasion s'en était présentée. Ils déambulaient maintenant dans un halo de lumière grave et légèrement terrifiante, une lueur pour ainsi dire aussi palpable qu'aurait été le kaki que Grimm leur souhaitait de porter, souhaitait qu'ils portassent actuellement. Et il leur semblait, chaque fois qu'ils retournaient à leur salle de rapport, qu'ils revêtaient à nouveau des fragments de son rêve, suaves dans leur splendide autorité. Cela dura pendant toute la nuit de dimanche. La partie de poker continua. Rien de prudent, rien de clandestin maintenant. Il y avait dans leur attitude quelque chose de trop assuré, une sérénité trop confiante, frisant la forfanterie. Cette nuit-là, quand ils entendirent les pas du brigadier dans l'escalier, l'un d'eux dit « C'est nous, la police militaire !» Et pendant un instant, ils se regardèrent avec des yeux brillants, durs, intrépides. Puis l'un d'eux dit, presque à voix haute, « Foutez-le dehors, le salaud !» Et un autre, plissant les lèvres, fit entendre le bruit immémorial. Et le lendemain matin, lundi, quand les premières autos et les premières charrettes commencèrent à arriver de la campagne, le peloton était toujours intact. Et ils avaient maintenant des uniformes. C'était leur visage. La plupart d'entre eux portaient les marques d'un certain âge, révélaient leur génération, leur expérience. Mais il y avait plus que cela. Empreints d'une gravité profonde et froide, ils se tenaient parmi les remous de la foule, graves, austères, détachés. Et ils jetaient des regards froids et vides sur cette foule qui, sentant, percevant sans savoir, passait lentement devant eux, ralentissait, les yeux fixes, si bien qu'ils se trouvaient entourés de visages absorbés, vides et immobiles comme des visages de vaches, visages qui approchaient et s'éloignaient, remplacés immédiatement par d'autres. Et, pendant toute la matinée, ce fut un échange de voix, un calme échange de questions et de réponses. Le voilà, ce jeune type-là, avec un revolver automatique. C'est lui qui les commande. C'est un officier envoyé spécialement par le gouverneur. C'est lui qui dirige tout. Le shérif n'a rien à dire aujourd'hui. Ensuite, quand il fut trop tard, Grimm dit au shérif « Si vous m'aviez écouté, si vous m'aviez laissé le sortir de prison entouré d'une escouade, au lieu de l'envoyer sur la place avec un seul agent qui ne le tenait même pas, dans toute cette foule où ce sacré Beaufort n'a pas osé tirer, lui qui, du reste, n'a jamais été foutu de mettre une balle dans le portail d'une grange. Est-ce que je pouvais deviner qu'il chercherait à s'échapper, qu'il tenterait de le faire à ce moment et en cet endroit-là ?» dit le shérif. Alors que Stevens m'avait dit qu'il plaiderait coupable et s'en tirerait avec les travaux forcés à perpétuité. Mais c'était trop tard. C'était fini à ce moment-là. C'était arrivé au beau milieu de la place, à mi-chemin entre le trottoir et le tribunal, parmi une foule aussi dense qu'un jour de foire. Grimm en eut connaissance quand il entendit l'agent tirer 2 fois en l'air. Il vit tout de suite ce qui était arrivé, bien qu'il se trouvât alors à l'intérieur du tribunal. Sa réaction fut immédiate et définie. Tout en courant dans la direction des coups de fusil, il criait par-dessus son épaule à l'homme qui, depuis près de 48 heures, lui tenait lieu d'ordonnance et d'officier d'état-major « Faites marcher la sirène d'incendie !»« La sirène d'incendie ?» dit l'autre. « Qu'est-ce que... »« Faites marcher la sirène d'incendie !» hurla Grimm. « Peu importe ce que penseront les gens pourvu qu'ils sachent qu'il se passe quelque chose de... » Il disparut sans avoir terminé.
Il courait parmi des gens qui couraient aussi. Il les rattrapait, les dépassait, car il avait un but et eux n'en avaient pas. Il courait simplement. De son gros revolver noir et camus, il se frayait un chemin comme avec une charrue. On regardait son visage jeune, intense et dur, avec des visages pâles, effarés, percés d'orifices ronds cerclés de dents d'où sortait un son prolongé comme un long soupir. « Là, il est laissé sauver par là !» Mais Grimm avait déjà vu l'agent qui courait en brandissant son revolver. Grimm jeta un regard autour de lui et s'élança de nouveau. Parmi la foule qui avait sans aucun doute escorté l'agent et le prisonnier à travers la place, se trouvait l'inévitable petit télégraphiste engoncé dans son uniforme et qui traînait sa bicyclette par le guidon comme une vache docile. Grimm fourra son revolver dans son étui, écarta le jeune homme d'une bourrade et, enfourchant la bicyclette, détala sans mettre les freins. La bicyclette n'avait ni corne ni timbre, et cependant on sentait sa venue en quelque sorte, et on se rangeait pour lui faire place. Là encore, Grimm paraissait servi par un sentiment de certitude, la foi aveugle, inébranlable dans le bien fondé et l'infaillibilité de ses actions. Quand il eut rattrapé l'agent, il ralentit sa bicyclette. L'agent tourna vers lui une face en sueur, convulsée par la course et les cris. « Il a tourné !» hurla-t-il. « Dans cette ruelle-là !»« Je sais, » dit Grimm. « Avait-il des menottes ?»« Oui, » dit l'agent. La bicyclette fit un bond. Il ne peut donc pas courir très vite, pensa Grimm. Il lui faudra ralentir bientôt, se cacher en tout cas. Il tourna rapidement dans la ruelle qui s'enfonçait entre deux maisons. Une palissade la bordait d'un côté. C'est alors que, pour la première fois, la sirène retentit, s'éleva jusqu'à un hurlement lent et soutenu qui paraissait finir par dépasser les limites de l'audition et entrer dans le monde des sensations comme une vibration silencieuse. Grimm pédalait toujours. Il pensait logiquement, rapidement, avec une sorte de joie sauvage et contrôlée. Il doit avant tout chercher à se cacher. Il regardait autour de lui. La ruelle était ouverte d'un côté et bordée de l'autre par une palissade haute de 6 pieds. Elle aboutissait à un portail en bois derrière lequel s'étendait un pré limité par un fossé profond qui servait de borne à la ville. Par-dessus la barrière, on voyait le sommet des grands arbres qui y croissaient. Un régiment aurait pu s'y cacher et s'y déployer. « Ah !» dit Grimm tout haut. Sans s'arrêter ni ralentir, il fit tourner sa bicyclette et rebroussa chemin jusqu'à la rue qu'il venait de quitter. La plainte de la sirène s'éteignait, redescendait dans le monde auditif et, comme il débouchait dans la rue, il vit brièvement la foule qui courait et une auto qui se précipitait vers lui. Il eut beau pédaler, l'auto le rejoignit. Les occupants se penchèrent, criant vers son visage tendu, aux yeux rivés en avant « Montez, montez avec nous !» Il ne répondit pas, il ne les regarda pas. L'auto qui l'avait dépassé ralentit. À son tour, Grimm la dépassa de son allure rapide, silencieuse, régulière. L'auto accéléra de nouveau et le dépassa. Des hommes s'y penchèrent, regardant en avant. Lui aussi allait vite, silencieux avec la rapidité délicate d'une apparition, l'implacable rectitude de Jagannath ou des parcs. Derrière lui, la sirène reprit son crescendo, plaintif. Quand les hommes de l'auto se retournèrent pour le regarder, il avait disparu. Il avait tourné à toute vitesse dans une autre ruelle. Son visage était de pierre, calme, toujours éclairé par cette expression de plénitude, de joie grave et intrépide. Cette ruelle était plus défoncée que l'autre, creusée d'ornières plus nombreuses et plus profondes. Elle aboutissait à un tertre dénudé, où, sautant à terre pendant que sa bicyclette allait tomber un peu plus loin, il put embrasser d'un coup d'œil toute la ravine qui contournait la ville. Seules 2 ou 3 cases de nègres construites en bordure interceptaient sa vue. Il ne bougeait pas. Il était là, tranquille, seul, fatal, un peu comme un borne-frontière. Derrière lui, dans la ville, la sirène, à nouveau, laissait décroître son hurlement. C'est alors qu'il vit Christmas. Il vit l'homme, rapetissé par la distance, grimper hors du fossé, les mains jointes. Tandis qu'il l'observait, Grimm vit, quand le soleil vint frapper les menottes, les mains du fugitif étincelaient comme l'éclair d'un Yellowstar. Et il lui sembla que, d'où il était, il pouvait percevoir le halètement, la respiration désespérée de l'homme qui, même maintenant, n'était pas libre. Puis, la petite silhouette se remit à courir et disparut derrière la cabane la plus proche. Maintenant, Grimm courait aussi. Il courait vite, et cependant, il ne donnait pas l'impression de la hâte ni de l'effort. Il n'avait rien de vengeur en lui non plus, rien de furieux, rien d'outragé. Christmas lui-même vit cela. Pendant un instant, ils se regardèrent face à face.
Ce fut quand Grim, dans sa course, s'apprêtait à tourner le coin de la cabane. À cette minute, Christmas bondit de la fenêtre de derrière comme par magie. Il levait très haut ses mains attachées qui brillaient maintenant comme si on y eût mis le feu. Avant que Grim, dans son élan, ait eu le temps de contourner la case, ils se dévisagèrent un instant l'un, subitement arrêté au moment où il s'accroupissait après le bond, l'autre au beau milieu d'une enjambée. Dans cette minute, Grim vit que Christmas tenait un gros revolver nickelé. Il pivota et d'un bond s'abrita derrière le coin de la cabane. Il pensait rapidement, tranquillement, avec cette même joie calme. Il peut faire deux choses. Il peut essayer de redescendre dans le fossé ou bien se réfugier derrière la maison jusqu'à ce qu'un de nous soit tué. Et il est du côté du fossé. Il réagit immédiatement. Il contourna à toute vitesse le coin qu'il venait juste de franchir. Il le fit comme sous la protection d'un charme ou d'une providence, ou comme s'il savait que Christmas n'y était point caché avec son revolver. Il tourna l'autre coin sans s'arrêter. Maintenant, il se trouvait sur le bord du fossé. Il s'arrêta, immobile, au milieu de sa course. Au-dessus de l'angle camus et froid du revolver, son visage offrait cette luminosité sereine, surnaturelle qu'ont les anges sur les vitraux d'église. Il s'était à peine arrêté qu'il repartait déjà, poussé par cette obéissance rapide, aveugle envers le joueur, quel qu'il fût, qui le faisait mouvoir sur l'échiquier. Il courut vers le fossé. Mais dès le début de sa descente parmi les ronces qui en couvraient la pente escarpée, il se retourna, agrippé à la terre. Il voyait maintenant que la cabane était bâtie sur pilotis, à 2 pieds environ au-dessus du sol. Il n'avait pas remarqué cela dans sa hâte. Il comprit alors qu'il avait perdu un point. Que, pendant tout ce temps, Christmas, blotti sous la maison, avait dû surveiller ses jambes. Il dit « c'est un malin ». Son élan l'entraîna à quelques profondeurs avant qu'il pût s'arrêter et regrimper hors du fossé. Il semblait infatigable, ni chair, ni os, comme si le joueur dont il était le pion lui fournissait aussi la respiration. Sans s'arrêter, du même élan qui l'avait fait sortir du fossé, il se remit à courir. Il contourna la case à temps pour voir Christmas se jeter derrière une palissade à 300 mètres de là. Il ne tira pas, car maintenant, Christmas, à travers un petit jardin, courait vers une maison. Tout en courant, il vit Christmas franchir les marches d'un bond et entrer dans la maison. Ah, dit Grim, la maison du pasteur. La maison de Hightower. Sans ralentir, il dévia sa route, contourna la maison et arriva dans la rue. L'auto qu'il avait dépassée et perdue avait fait demi-tour et se trouvait là où elle devait être, à l'endroit exact où le joueur désirait qu'elle fût. Elle s'arrêta sans que Grim eût à faire un signe et 3 hommes en descendirent. Sans dire un mot, Grim fit volte-face, traversa la cour et entra dans la maison où le vieux pasteur en disgrâce habitait seul. Les 3 hommes le suivirent, se précipitèrent dans le couloir, apportant avec eux, dans la pénombre claustrale et renfermée, un peu de la sauvage lumière d'été qu'ils venaient juste de quitter. Elle était sur eux. Elle émanait d'eux dans toute sa sauvagerie éhontée. Leurs visages semblaient y luire, comme pendus, sans corps, à des halos, tandis qu'ils se baissaient et relevaient Hightower, le visage en sang. D'un coup, Christmas l'avait jeté à terre alors qu'il enfilait le corridor. Les mains levées, armées et menottées, pleines de feu et d'étincelles comme les foudres d'un dieu vengeur et furieux prononçant une condamnation. Ils remirent le vieillard sur ses pieds. « Quelle chambre !» dit Grim en le secouant. « Quelle chambre, mon vieux !»« Messieurs !» dit Hightower. Puis il dit « Homme, homme !»« Quelle chambre, le vieux !» hurla Grim. Il maintena Hightower debout. Dans le corridor sombre, après l'éblouissement du soleil, lui aussi semblait terrible avec son crâne chauve et sa large face pâle striée de sang. « Homme, écoutez-moi » cria-t-il. « Il était ici, cette nuit-là. Il était avec moi à la nuit du meurtre. Je jure devant Dieu. »« Sacré nom de Dieu » hurla Grim d'une voix claire et indignée comme celle d'un jeune prêtre. « Tous les pasteurs et les vieilles filles de Jefferson ont donc baissé culotte pour ce foireux d'enfant de putain ?» Il repoussa le vieillard et partit au galop. On aurait dit qu'il avait attendu que le joueur le mît de nouveau en mouvement, car, avec cette même certitude infaillible, il courut droit vers la cuisine et, arrivé à la porte, il se mit à tirer, sans même avoir eu le temps d'apercevoir dans le coin de la pièce la table renversée, debout sur un de ses côtés et, sur le bord supérieur, les mains brillantes, étincelantes, de l'homme qui se tenait tapi derrière. Grim vida le barillet de son revolver dans la table. Plus tard, quelqu'un recouvrit les 5 trous d'un mouchoir plié. Mais le joueur n'avait pas encore fini.
Quand les autres arrivèrent dans la cuisine, ils virent la table rejetée de côté et Grimm penché sur le corps. Quand ils s'approchèrent pour voir ce qu'il faisait, ils virent que l'homme n'était pas encore mort, et quand ils virent ce que Grimm était en train de faire, un des hommes poussa un cri étouffé et, titubant jusqu'au mur, se mit à vomir. Puis, Grimm se releva d'un bond et lança derrière lui le couteau de boucher tout sanglant. « Maintenant tu laisseras les femmes blanches tranquilles, même en enfer, » dit-il. Mais l'homme par terre n'avait pas bougé. Il gisait là, les yeux ouverts, vide de tout sauf de connaissance. Quelque chose, une ombre entourait sa bouche. Pendant un long moment, il les regarda avec des yeux tranquilles, insondables, intolérables. Puis son visage, son corps semblèrent s'effondrer, se ramasser et... Des vêtements lacérés autour des hanches et des reins, le flot comprimé de sang noir jaillit comme un soupir brusquement expiré. Le sang sembla jaillir de son corps pâle comme jaillissent les étincelles d'une fusée ascendante et, de cette noire explosion, l'homme sembla s'élever et flotter à jamais dans leur mémoire. Quels que soient les endroits où ils contempleront les désastres anciens et les espoirs nouveaux, paisibles vallées, ruisseaux paisibles et rassurants de la vieillesse, visages reflétants des enfants. Jamais ils n'oublieront cela. Ce sera toujours là, rêveur, tranquille, constant, sans jamais pâlir, sans jamais rien offrir de menaçant, mais par soi-même serein, par soi-même triomphant. De nouveau, dans la ville, légèrement assourdi par les murs, le hurlement de la sirène monte vers son invraisemblable crescendo, se perd hors des limites de l'audition. Et c'est la fin du chapitre 19. C'est très très beau. Ode d'un rêve de victuailles. Sharon Olds. Dans le testicule de mon père, ce soir, tout est brillant et satiné, Saint-Valentinacé, comme si je provenais de son cœur, que je faisais partie de lui. Et aussitôt qu'il m'a éjecté, cruel baiser d'adieu, j'ai parcouru le mystère de la moitié humain voyageant vers la moitié humain, dans la chambre secrète, le caveau, dans les ténèbres, et puis la matière paternelle a heurté la matière maternelle et elle créationnaire mon esprit. Ça ne le gênait pas, apparemment, que je sois en partie ma mère. Je crois que c'était le pied pour lui de se voir en fille, engendrée en fille. C'est pour ça que j'aime à croire que j'ai été conçue dans mon père, transportée dans ce hamac rose parce que je sentais qu'il me haïssait tellement, moins qu'elle, qu'il ne lui était pas indifférent de retrouver en moi ses yeux à lui, son esprit excentrique et ses jambes dégingandées, ou, venant d'elle, ce squelette, ses joues et ce menton, ses paupières. Tous ces dîners qu'elle a préparés, mangés dans le silence qu'il avait décrété. Les petits pois étaient intéressants, leur façon d'être rebelles, tous ensemble. La sauce noyait des familles entières. Et puis, il y avait la mastication, quel soulagement. Et Dieu soit loué pour la viande, pour ces créatures que nous considérions inférieures, et leurs organes vitaux, foie, poumons, cervelle, œufs, couilles et cœurs. Merci beaucoup. Sharon. Cet après-midi.
La chanson Au bout du monde. J'ai aimé tant de choses qui passent. J'ai aimé le grand vent et le ressac et l'oiseau libre sur son rocher. J'ai aimé ce tendre visage et cette mer comme le large. J'ai aimé tant de choses qui passent. Mais ce vent me disait autre chose et ce visage me souriait d'ailleurs. Et cet oiseau volait par mon cœur depuis des âges. J'ai aimé tant d'infortunes et promené un chagrin comme les âges. Et j'ai aimé enfin ce qui battait dans mon cœur partout, ce qui chantait dans mes chagrins partout, ce qui souriait dans tout. J'ai aimé toi qui es mon voyage et mon grand large et mon océan au bout des peines et des chemins. Ô toi, mon oiseau, si vieux, si chantant toujours, je ne savais pas que je t'aimais toujours, depuis toujours. Tu es mon ciel et mon enfer, et ma joie et ma peine, et ce qui chante toujours, toujours, avec un cri aussi de ne pas t'avoir aimé toujours, de n'avoir pas su ce que je savais depuis des âges, avec les rochers et le ressac, et le n'importe quoi, qui passe, qui est toujours. Nissim Ézéchiel, occupation. J'ai regardé la nuit, j'ai écouté la pluie, scène de tempête, tonnerre, éclair, une multitude de spectres parmi les arbres, l'obscurité, le froid et l'agitation. Un hibou hurlait, des chauves-souris, beaucoup de voix étranges, quelqu'un pleurait, un enfant peut-être, une femme sur la route glissante, des cloches au loin, 2 hommes, plusieurs hommes, un long trait de lumière volant vers moi, puis une corde de silence autour de ma gorge. Quand je me suis réveillée, il faisait déjà jour. J'ai refait la même chose, regardé et écouté la nuit. Est-ce que je vous l'ai lu celle-ci? Je sais pas. J'ai peur de l'avoir lu. 1840, Brighton, 1er juin. Je dois faire mention de ce soir dans mon journal malgré la lassitude, car rares sont les instants semblables, aussi suaves et balsamiques. Longtemps accablé d'inquiétude, de déconvenue et de souffrance physique, qui toutes conspiraient à m'abattre et m'irriter, il me semblait presque avoir perdu l'instinct de la rêverie heureuse. Une telle nuit la ranimait, la mer apaisée, la brise caressante, l'arc d'argent renaissant, bandé à l'Occident. La nature, sous son jour le plus amène, invitait la pensée à s'envoler jusqu'à Dieu et dispensait la quiétude. J'ai reçu en partage, certes, nombre de félicités dont je devrais être reconnaissante. Je le suis à la vérité, et ce malgré le poison qui se dissimule sous ces fleurs, car, par une singulière fatalité, je vois tous mes amis éprouvés, tous ploient sous le poids de la maladie ou de l'adversité. Je ne peux leur être que d'un maigre secours, et la défaillance de mes forces ainsi que mon extrême mélancolie sont venus amoindrir encore le peu de bien que je pouvais faire. Que n'ai-je le pouvoir de rendre la santé, de verser du baume sur les cœurs meurtris, et d'éloigner tout souci de ceux que je chéris. Alors je serai comblée, pourvu que je me sache aimer et que Percy continue de faire ma joie. Cependant, qui donc, par une nuit semblable, ne croirait son fardeau d'affliction plus léger? Pour moi, je m'abandonne sereinement à de douces rêveries, empreintes de gratitude, pleines d'espérance pour autrui, et contente de mon sort. Les ans ont, ô combien,
tempérer l'ardeur de cet esprit fougueux et vif qui jadis, en pareille heure, m'emportait irrésistiblement. Ma santé, minée par 1000 souffrances morales, a chargé mon âme de pesantes chaînes. Et pourtant, si je ne m'élance plus vers le firmament, je suis en repos. Et si je ne me flatte plus que rien n'est hors de ma portée, je jouis de ce qui est. Tant que je peux croire que, malgré tout ce que j'ai perdu de jeunesse et d'espoir, je me suis durablement attachée à un noble cœur et que Percy se montre si bien disposé, j'estimerais avoir beaucoup gagné au jeu de la vie. Il en est que le sort poursuit avec trop de rigueur, en vérité. Ainsi ce pauvre R, Dieu veuille qu'il retrouve la raison. Son ami le colonel Radcliffe, atteint de troubles psychiatriques après avoir été éclaboussé par un scandale mondain. Que Dieu et ses anges nous gardent. Il faut certes que ce monde, qui offre à la vue une telle profusion de formes et de forces belles et bienfaisantes, possède aussi une sphère d'existence intellectuelle, peuplée d'une myriade d'esprits d'amour qui façonnent nos pensées et les orientent vers le bien, exerce une influence bienfaisante sur le cours des événements et préside aux destinées humaines. Que nos bien-aimés défunts appartiennent à leur légion. Je n'oserais l'avancer. Pourtant, je le sens, il y a bien de tels êtres qui s'éloignent dans les moments où nous nous laissons aller à la superficialité, à la cruauté, à l'égoïsme et se rapprochent, prêts à répandre en nous la joie et l'harmonie, sitôt que nous cultivons des desseins élevés et une générosité désintéressée. En un soir pareil à celui-ci, assurément, ils se pressent autour de nous et contribuent à cette atmosphère d'amour recueillie et suave, où l'âme s'abandonne bienheureuse. Marie Shelley, pardon. We used to believe in the good old days. We still receive in little ways. Nous avons cru au bon vieux temps, nous en profitons encore dans une moindre mesure. Et là, bon allez, c'est plus long. Est-ce que je vous le lis en anglais ? Ça va être terrible, mais je vais essayer. Out to LA while thinking of Brian Jones' deceased. I'm a resident of a city. They've just picked me to play the Prince of Denmark. Poor Ophelia. All those ghosts he never saw, plotting to doom on an iron candle. Come back, brave warrior, to the dive of on another channel. Oh, hot buttered pool. Where's Marrakesh under the falls, the wild storm, where savages fell out in late afternoon, monsters of rhythm. You've left your nothing to compete with silence. I hope you went out smiling like a child into the cool remnant of a dream. The angel man, with serpents competing for its palms and fingers, finally claimed this benevolent soul. Ophelia, leaves, sodden in silk, chlorine, dream, made stiff witness the diving board, the plunge, the pool. You were a fighter, a Damas musky muse. You were the bleached sun for TV afternoon, on to toads, maverick of a yellow spot. Look not to where it's got you, in mid-heaven, with the cannibals and Jews. The garden of found the body rampant floating. Look as stiff, what it is, green pale stuff you're made of. Poke holes in the goddess' skin. Will is stink carried
heavenward through the halls of music, no chance. Requiem for a heavy, that smile, that pocket-sooted leer has leaped upward into the lawn. Oh là là, mon anglais est... Bon. Ode à L.A. en songeant à feu Brian Jones. Je suis un habitant d'une cité. Ils viennent de me choisir pour jouer le prince du Danemark. Pauvre Ophélie. Tous ces fantômes qu'il n'a jamais vus, flottant vers son funeste destin sur une bougie de fer, revient. Brave guerrier, plonge dans un autre canal, une piscine fraîchement beurrée où donc est Marrakech sous les chutes, l'orage déchaîné, où les sauvages sont tombés tard dans l'après-midi, monstre de rythme. Tu as quitté ton néant pour affronter le silence. J'espère que tu es parti en souriant comme un enfant dans le calme vestige d'un rêve, l'homme-ange qui affronte les serpents pour ses paumes et ses doigts, a finalement réclamé cette âme charitable. Ophélie s'en va, imbibée de soi, rêve au chlore, témoin, fou, suffoqué. Le plongeoir, le seau, la piscine, tu étais un combattant, une muse damassée et musquée. Tu étais le soleil décoloré pour la télé l'après-midi. Crapaud cornu, franc-tireur d'un point jaune, regarde maintenant où cela t'a mené, au paradis de la viande avec les cannibales et les juifs. Le jardinier découvrit le corps étalé, flottant, heureuse et raide, quelle est cette matière verdâtre dont tu es fait, percer de trous la peau de la déesse. Sera-t-il puant, tandis qu'on le portera vers le ciel à travers les antichambres de la musique? Aucune chance. Requiem pour un dur, ce sourire, ce regard en dessous, porcin de satire, s'est élevé d'un bond dans la terre grasse. Merci. Oh là là. J'ai toujours pensé que c'était fait pour rapper, mais je serais bien incapable de le faire. The overtakenlessness of those who have accomplished death, majestic to me beyond the majesties of earth, the soul not at home, inscribes upon the flesh, and takes a fair aerial gait beyond the hope of touch. L'inaccessibilité de ceux qui ont connu la mort est pour moi plus majestueuse que les majestés de la terre. L'âme sur la chair inscrit son pas chez moi et prend la belle allure aérienne qui la rend intouchable. The right to perish might be thought an undisputed right. Attempt it, and the universe upon the opposite will concentrate its officers. You cannot even die, but nature and mankind must pause to pay your scrutiny. On pourrait penser que le droit de périr est un droit incontesté. Attaquez-le et l'univers sur l'autre versant concentrera ses troupes. On ne peut même pas mourir. La nature et le genre humain doivent faire une pause pour vérifier les comptes. There is a solitude of space, a solitude of sea, a solitude of death. But this society shall be compared with that profound aside, that polar privacy, a soul admitted to itself, finite infinity.
Il y a une solitude de l'espace, une solitude de la mer, une solitude de la mort, mais toutes seront jeux de société en face de ce site plus profond, de cette intimité polaire, où une âme se boucle avec elle-même, infinité finie. Je vais m'arrêter là. J'avais encore 5, 6 recueils, mais en fait, j'ai très froid. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Merci encore.